Cet épisode du podcast du GCR vous est présenté par Castrol. Castrol, partenaire officiel du groupe Renault pour la fourniture de lubrifiants. Renault recommande Castrol. Si nous remontons le temps depuis la fin des années 80 dans nos podcasts, eh bien aujourd'hui, on se projette dans le présent et surtout le futur avec Yvan Segal, le DCF Renault, et le président actuel du GCR, Jérôme Daumont. Messieurs, bonjour. J'allais dire transformation technologique inédite, mutation environnementale et sociétale extraordinaire ces dernières années. On peut dire que vous vivez l'un et l'autre une époque formidable, non ? C'est vrai que tous les secteurs d'activité, dans toutes les années, ont des modifications, mais je pense qu'on en vit une vraiment particulière. On est sur un siècle où l'auto va connaître, ou est en train de connaître beaucoup de changements. Alors, on en connaît déjà certains, c'est tout le schéma de digitalisation qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs, mais on a en même temps une très très grosse transition énergétique qui a commencé et qui est encore devant nous. On a également des changements dans la notion de propriété qui basculent de plus en plus vers l'usage. Et donc ça, c'est pareil, un grand carrefour avec des changements dans la manière dont on va piloter notre commerce. Et puis enfin, on a des véhicules qui sont à la fois connectés, qui deviennent de plus en plus autonomes. Et on va voir jusqu'à quel niveau ils vont l'être. Donc en fait, on a une croisée des chemins avec énormément de changements devant nous. Et donc c'est à la fois peut-être effrayant, moi je dirais pas effrayant, mais en tout cas formidable dans la mesure où on a des tas d'opportunités devant nous sur ce secteur. Le monde que l'on connaît finalement aujourd'hui est le fruit d'une longue évolution de l'humanité et chaque période a connu ses mutations. Alors peut-être est-ce qu'aujourd'hui elles sont plus fortes qu'hier ? Il y a certainement une accélération. Moi j'ai une anecdote que me racontait souvent mon père qui était quand le premier ordinateur AS400 est arrivé à la comptabilité du garage et le chef comptable s'en est jamais remis. Aujourd'hui effectivement on vit un certain nombre de transformations dans notre business et je pense que la force de l'homme d'une façon générale c'est sa capacité d'adaptation. Et peut-être que la force du réseau, à travers des entrepreneurs que nous sommes tous finalement, c'est cette capacité à évoluer et à muter avec son temps. Je pense que c'est du coup une vraie force. Le modèle finalement de l'automobile aujourd'hui qui repose sur des réseaux d'entrepreneurs est probablement une force dans les mutations qui nous attendent. On va revenir sur les impacts de toutes ces mutations, si vous le voulez bien, tous les deux. Tout d'abord, parlons d'électrification, son accélération inéluctable maintenant. Avec un Renault qui a été pionnier, on peut dire aussi qu'on est passé d'un vrai scepticisme il y a 10 ans à un emballement. Et il reste encore des marges de progrès et d'évolution pour passer, à une société du tout électrique, n'est-ce pas, Yvan et Jérôme ? Ça c'est clair, Renault a vraiment été le premier visionnaire sur le sujet du véhicule 100% électrique au début des années 2010. Alors évidemment quand on est pionnier, c'est pas toujours facile au démarrage puisqu'il faut attendre que le marché décolle, mais là pour le coup on y est maintenant, on le vit avec Jérôme et on a connu notamment l'année dernière un décollage du marché électrique et c'est le fruit de beaucoup d'années de préparation d'un réseau. Et puis on voit en même temps que le groupe il se réinvente sur cette partie-là puisqu'on voit bien que l'ensemble des usages sont pas seulement sur du 100% électrique, donc on démarre avec maintenant une gamme qu'on déploie sur tous nos modèles en véhicules hybrides et hybrides rechargeables. Donc on a un peu toute la panoplie des solutions électrifiées à proposer à nos clients. Ça va s'accélérer et je pense qu'on est maintenant au bon moment pour prendre ce virage énergétique au niveau du groupe par les paris que le constructeur a pu faire au début des années 2010. Je vais reprendre ce que dit Yvan. Renault a été pionnier, ça c'est évident. Alors est-ce que Renault a eu raison un peu trop tôt ? Finalement, c'est ce qui ressort de ces avis qu'il y avait à l'époque. Ça paraissait peut-être un peu prématuré en tout cas. Aujourd'hui, je pense que plus personne n'a de doute sur la question. Et je dirais que le travail d'évangélisation en interne a été fait au long de ces 10 ans. Et je le vois, moi, à titre personnel, je suis parfois surpris en discutant avec des concessionnaires d'autres réseaux qui découvrent l'électrique. Ils sont clairement, certains, dans une difficulté à accepter ce virage. Alors que je pense que dans le réseau Renault, même si des questionnements subsistent parfois, on a vraiment embarqué tout le monde dans le schéma. Puis moi, je crois beaucoup à un phénomène de point de bascule sur le véhicule électrique, en fait. C'est-à-dire qu'on va probablement connaître une accélération forte de la pénétration du véhicule électrique sur le marché, parce que je pense qu'à un moment donné, le véhicule électrique sera, de tout point de vue du consommateur, plus intéressant que le véhicule thermique, et y compris avec un coût d'usage moindre. Et c'est là où on va vraiment avoir ce phénomène de bascule qui peut être assez rapide et plus important que ce que certains anticipent aujourd'hui. Et ce qui est devant nous encore, je pense, dans le réseau, qui pour le coup est nouveau, il faut qu'on garde une longueur d'avance, c'est tout l'écosystème autour de ce monde électrifié. C'est la batterie, c'est la réutilisation des batteries, c'est tout ce qui est utilisation au mieux des bornes, vente des bornes, c'est tous les services autour de l'électrique qu'on n'a pas encore décelé complètement. Et là, on a encore beaucoup de travail avec le réseau pour garder cette longueur d'avance, trouver de la valeur et des marges, tous, en plus du véhicule électrique qui va se vendre indéniablement. Qui dit électrification pense aux batteries, mais aussi, bien sûr, à l'hydrogène. Cet hydrogène qui fait souvent la une des journaux et puis aussi des plans de relance économique de la France et de l'Europe. Est-ce que c'est pour vous, cet hydrogène, une solution applicable à court, à moyen, à long terme ? Moi, de mon côté, je vais donner mon avis personnel. Plus
plus que celui de la voie du GCR. Effectivement, au niveau du GCR proprement parlé, ça nous paraît encore un petit peu loin et on est probablement un peu agnostique globalement sur la question. Moi, à titre personnel, je suis beaucoup plus dubitatif sur l'hydrogène parce que finalement, ça reste une voiture électrique. Ça ajoute de la complexité sur toute la chaîne de traction de l'électron à la roue. Ça nécessite beaucoup de présupposés en termes d'abondance énergétique demain, de capacité à générer de l'hydrogène vert et pas de l'hydrogène à partir de gaz naturel. La problématique du transport, la problématique de distribution d'hydrogène. Il a fallu 50 ans pour bâtir un réseau de distribution de carburant qui était quand même beaucoup plus simple à bâtir qu'un réseau de distribution d'hydrogène. Donc en dehors de peut-être des flottes captives, des flottes poids lourds, ce genre d'usage qui pourrait émerger sur l'hydrogène à assez court terme, et encore que ce sera en concurrence avec potentiellement le ferroutage. Moi, je reste assez dubitatif. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le développement de l'hydrogène et aussi le fruit de choix politiques, de problématiques géopolitiques qui me dépassent peut-être un petit peu. Comme toute nouvelle technologie ou solution énergétique, il faut s'y préparer. On est sur des schémas longs. Donc au niveau du groupe, on y croit. On est en train d'investir lourdement sur l'hydrogène et on est en train de se préparer. Notamment, on pense sur des usages aujourd'hui longs, hein, des très gros rouleurs sur lesquels aujourd'hui on sait que la partie électrique, ça mettra beaucoup plus de temps en autonomie de répondre aux besoins de ce type de clientèle, notamment en véhicules utilitaires. Dans ce monde de neutralité carbone, de transition énergétique, beaucoup de règles sont dictées par les pouvoirs publics européens et français, mais aussi par les régions et même les villes. On est là dans la proximité. Les exemples sur les grammes de CO2 pour les vignettes critères, les bonus écologiques, mais bien sûr, par exemple, si c'est l'actualité aussi, les zones ZFE. Alors quel rôle peut jouer d'une part la DCF et Renault et aussi le réseau vis-à-vis de ces réglementations nouvelles, actuelles et surtout à venir? On a un rôle de discuter, nous, en amont avec l'ensemble des décideurs publics, si soit au niveau de l'Union européenne, où on a des représentants basés à Bruxelles, et puis au niveau de l'État, voire des régions. Et là, d'ailleurs, le réseau peut être parfois un relais local sur cette partie de, je sais pas si on va appeler ça lobbying, mais en tout cas, d'échange pour anticiper d'éventuelles réglementations qui changent complètement notre métier et qui nous demandent d'être très flexibles. La réglementation est quand même toujours le fruit d'une volonté collective, en particulier dans les démocraties. Logiquement, le pouvoir politique agit en fonction quand même de quelque chose qui est estimé au niveau de la population comme étant une nécessité. Alors parfois ça vient engendrer des frictions, des frottements sur certains domaines, pour certaines personnes, mais globalement il y a souvent quand même un sens qui est le sens commun. Alors par rapport à ça, c'est sûr que ça vient ajouter en ce qui nous concerne un certain nombre de défis, de problématiques, ça vient accélérer, comme le disait Yvan, certaines mutations chez nous, et je crois que le rôle du réseau, il est à la fois de défendre à travers le constructeur, à travers le CNPA, à travers un certain nombre d'instances, de défendre nos positions, de peut-être mettre en avant certains problèmes particuliers qui ne sont pas forcément appréhendés par le politique au moment des décisions, donc d'essayer d'agir sur la décision pour qu'elle soit plus acceptable, et puis derrière d'accompagner aussi sur les mutations, les transitions. Je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi faut prendre la vague, quoi. On ne peut pas lutter en permanence contre le courant, quoi. On parle de moins en moins d'automobiles pour privilégier le terme de mobilité, même on peut dire démobilité. Alors quelle est votre analyse à l'un et à l'autre sur ces évolutions là aussi et ces nouvelles offres ces dernières années? Est-ce qu'on peut dire qu'on change de monde petit à petit? Je pense que ces offres nouvelles, elles engendrent une demande nouvelle, elles permettent des usages qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que je pense qu'un jeune de 18 ans, il y a 40 ans, finalement, n'avait pas possibilité de louer à la journée une voiture, ça n'existait pas. Donc ces usages apparaissent, en particulier dans des zones urbaines. Ils sont cohérents par rapport aux nouveaux besoins, à la nouvelle façon de vivre la ville. Ils sont dans l'air du temps, quoi. Après, donc ça engendrera forcément des modifications aussi dans notre business, mais pour autant, je pense que le schéma de la voiture individuelle va persister longtemps. Et puis, reste un dernier point, et pas le moindre, qui est de trouver des business models rentables sur ces nouvelles formes de mobilité, d'autopartage, parce que jusqu'à présent, en fait, on n'a pas trouvé vraiment d'équilibre économique pertinent sur ces sujets-là, quoi. Je suis d'accord, hein, effectivement, il faut le regarder de manière équilibrée. Après, on voit quand même que le monde va plus vite, c'est-à-dire qu'une jeune génération qui, effectivement, elle est jeune, elle a besoin d'une trottinette, et quand elle aura 3 enfants, ça sera pas le même objet, il sera encore individuel. Ceci étant, l'usage évolue dans le sens où les gens, aujourd'hui, veulent plus vite du changement, les choses s'accélèrent, donc on sera sur des types de loyers beaucoup plus rapides, des possibilités de reprendre des véhicules. D'ailleurs, c'est une super opportunité pour le réseau Renault qui est très fort en VO, parce que je pense qu'on va générer des retours de buyback plus importants, et si on les gère bien, on a une opportunité devant nous, mais on aura forcément une accélération potentielle des changements de véhicules. Et pour le groupe Renault, c'est une marque à part entière dorénavant, au même titre que Dacia, Alpine et Renault. C'est Mobilise. Alors justement, Yvan puis Jérôme, comment pouvez-vous définir cette marque nouvelle ambitieuse?
Dans Renaulution, c'est la création d'une marque, et Mobilis, ce sont des offres de mobilité flexibles et complémentaires à la possession d'un véhicule qui s'articulent autour de finalement 3 grands pôles. Un qui est la mobilité et tout ce qui est lié à la mobilité, on en a largement parlé avant. Le deuxième, c'est tout ce qui est lié aux énergies, on en a parlé en partie également avec les changements d'énergie, mais il y a énormément de services et d'écosystèmes autour. Et puis enfin, la data et tout ce qui est gestion des données pour aller générer de la valeur, de l'intelligence et donc générer des services autour de cette partie. Et quand on combine ces 3 pôles, ce qui n'est pas quelque chose de naturel chez un constructeur, c'est là où on arrive à trouver des services et de la valeur ajoutée pour un client final. Et donc avec tout ça, l'objectif, c'est de générer des services dans lesquels on embarque avec nous. Ce qui est le plus important, c'est la proximité, c'est-à-dire notre réseau, pour que le réseau soit capable d'offrir ses services au plus près des clients. Et ça fait partie des gènes de Mobilis, c'est que le client trouve une grande partie de ses services via le réseau de distribution. L'ambition et le projet paraissent très intéressants. Après, ça reste un pari. Ça reste un pari ambitieux. Ça demande des compétences en termes d'IT. C'est pour ça que beaucoup d'acteurs qui se sont lancés là-dedans sont d'abord des acteurs qui viennent plutôt de la techno, du digital. Mais je pense que le groupe Renault a raison d'aller vers là et de tenter de faire quelque chose qui soit réussi. Donc un autre aspect, c'est que la place du réseau aujourd'hui, elle reste à définir, clairement, dans ce schéma-là de Mobilize. Mais ce qui est certain, est-ce que la volonté du groupe Renault est d'intégrer le réseau dans cette démarche. Et je pense que c'est un bon choix parce qu'encore une fois, par rapport à ces problématiques-là, il y a tout un tas de questions qui restent à régler. L'existence d'un réseau physique est probablement, je pense, un actif qu'ont n'ont pas les autres acteurs. Donc c'est un coup d'avance pour réussir ce pari. Toutes ces mutations sont aussi la conséquence de la prise positive du numérique, du digital, sans parler de l'intelligence artificielle. Dans ce monde justement du digital, Renault France et son réseau sont-ils bien armés ? Moi je pense qu'on a déjà fait une partie du travail. Ceci étant, c'est un éternel recommencement, donc on n'est pas du tout encore au bout. Et on le voit, on a beaucoup de sujets. Moi, ce que je retiens à la DCF actuellement, je pense qu'on a fait un choix judicieux sur la mise en commun de la base de données de nos clients, ce qui n'est pas un sujet facile. Et je pense qu'on l'entretient extrêmement bien et le point de départ de pouvoir activer et travailler le digital, c'est bien d'avoir la base de données de nos clients qui soit au mieux gérée pour l'utiliser. Je pense qu'on a une longueur d'avance sur ce sujet-là. Malheureusement, elle ne se traduit pas en bout de chaîne et on en discute souvent au GCR sur une visibilité du réseau qui peut parfaitement utiliser cette base. Donc on a encore un peu des travaux à faire sur la partie base. Puis ensuite on parle vraiment des briques digitales. C'est le client de plus en plus va vers un monde digital avant de faire son acte d'achat. Je pense qu'on a à peu près tout. On est en train de terminer les briques digitales pour imaginer quelque chose qu'on voit aujourd'hui très peu. C'est un acte d'achat complètement digitalisé. Nous, on n'y croit pas. On parle d'un parcours qui est figital, qui évolue. Et donc, on doit se doter de toutes les briques. Mais on est assez convaincu sur le fait qu'il y a des moments, des golden moments qui se font en présentiel avec le réseau. Et voilà. Donc, on doit continuer à travailler pour l'évolution de ce parcours digital, sachant que dans la philosophie du constructeur, le réseau a un rôle prépondérant à jouer et que son empreinte physique est obligatoire. Je pense qu'il y a une grande diversité sur l'appréhension de cette problématique digitale en fonction des groupes. Ce qui est certain, c'est que le digital, il est partout, il évolue vite. Les data clients, on en parlait, les data clients se périment aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette nécessité de maintenir en permanence à jour ces data, et donc ce qui nécessite aussi de maintenir ce lien client, cette proximité avec le client dans la relation, ce qui me fait rebondir sur ce qu'il disait Yvan sur le digital. Là, je pense que c'est assez largement partagé aussi au sein du réseau, même si effectivement notre raison d'être, elle est quand même l'existence de points de vente physique, donc ça paraît logique qu'on défende ce point de vue-là, mais je pense que ça correspond à une réalité dans notre métier aujourd'hui. On entend parler en France, dans le monde, de la part de certains constructeurs, de réflexions de fond, même sur leur système de distribution, alors même jusqu'à s'interroger sur son coût. Alors, quelle est pour vous, Jérôme, pour commencer, pour le GCR et Yvan ensuite, quelle est finalement la valeur ajoutée d'un réseau au XXIe siècle ? Moi, je pense que si on chiffrait le coût de construction d'un réseau from scratch de zéro aujourd'hui, s'il fallait monter le réseau tel qu'il existe aujourd'hui, je pense que le coût total excéderait assez largement la capitalisation boursière de Renault. Et donc, finalement, Renault, c'est nous aussi. C'est un ensemble, finalement. C'est le constructeur et son réseau. Je pense que l'un et l'autre, l'un sans l'autre, ne serait pas la même chose. C'est vrai pour le réseau, c'est vrai pour le constructeur. Donc, nos destins sont liés. Pour moi, proximité, qualité du service, ça reste le fil conducteur qui fait que le réseau n'a pas à s'inquiéter de son avenir s'il traite ces deux variables.
Pour conclure cette série de podcasts qui se nomme Partenariat, comment se passe votre relation, vos échanges, vos débats à l'un et à l'autre et puis entre vos équipes? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de divergences pour finalement converger ensuite? Si on diverge ou on a des débats, le contraire serait même très inquiétant. Donc c'est bien qu'on ait ce type de débat. Donc on a effectivement parfois des hauts débats avec des discussions avec les équipes qui peuvent monter et puis redescendre. Mais moi, ce qui me frappe, et je le dis avec beaucoup de conviction, c'est que j'ai eu l'occasion, moi, de croiser d'autres constructeurs. Il y a un niveau de confiance dans ce débat parfois divergent qui est extrêmement élevé. Et je le dis d'autant plus qu'on traverse une période qui est pas simple. En ce moment, on a un peu tous les vents contraires. Et malgré tout cela, je reste persuadé que le baromètre de la confiance, il reste fort, avec des acteurs côté réseau qui ont du recul une fois qu'on sort des discussions et qui ont, je pense, parfois c'est du non-dit, parfois c'est dit, mais quand même dans leur tête un baromètre de confiance envers le constructeur dans les bons et les mauvais moments. D'ailleurs, c'est plutôt dans les bons qu'il faut être critique et dans les mauvais où il faut qu'on rame bien ensemble. Je dirais qu'on démarre notre relation avec Yvan, on est peut-être encore dans la lune de miel, je sais pas. C'est comme dans un couple, au début tout va bien et puis avec le temps peut-être qu'on a tendance à un peu plus se dire les choses. Dans l'anecdote, si moi un élément que je rappelle encore aujourd'hui et qui restera souvent à Yvan sur la problématique café où en fait on a le sentiment d'être parfois la variable d'ajustement du constructeur et il fait pas toujours preuve d'une énorme transparence à ce sujet-là vis-à-vis de nous, donc ça fait partie un peu de mes dadas de dire qu'à un moment donné si c'est moi qui paye l'addition, je veux savoir un petit peu ce qui se passe quoi. C'est un vrai bon sujet, on travaille dessus mais il est normal, il est louable. Merci à tous les deux pour cette vision d'avenir du réseau Renault en France avec son constructeur. Cet épisode du podcast du GCR vous a été présenté par Castrol. Castrol, partenaire officiel du groupe Renault pour la fourniture de lubrifiants. Renault recommande Castrol.